Ils forment le premier bloc. Et ce n'est pas un hasard. Ils font et défont l'actualité, ils analysent, ils jugent. Ils donnent les vraies réponses. Le premier bloc. C'est sur OK la radio. OK. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans le premier bloc. C'est la 166e édition ce 14 novembre. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Il en est sans aucun doute de même pour mes deux compères, Laurent Perroton et Christian Ponty. Bonsoir, messieurs. Salut les gars. Bonsoir messieurs. Alors, je vais vous prouver d'emblée que j'ai bossé comme un malade pour cette émission. Vous me voyez venir. On va commencer avec le numéro de maillot. Et j'ai été rechercher un petit joueur pratiquement inconnu qui n'a pas fait une très grande carrière d'ailleurs et qui portait le numéro 66. C'est Mario Lemieux. À vous maintenant de compléter, messieurs. Bon, déjà, il est pas petit, il fait 1m93. Non, mais Christian, c'est un Vas-y. spécialiste de la NHL, mais moi, il y a deux choses que je voulais dire. C'est que il a pris le 66, vous savez pourquoi? Ouais, moi je sais, mais Ah non. Ouais. Non, parce que À cause de Gretzky? Non, c'est son agent. Son agent de l'époque qui lui a dit, pour concurrencer un peu Gretzky, on va prendre le numéro à l'envers. Ah ouais, c'est Donc, ça, c'est ce que je pensais. Ça m'a fait rire. Il a eu une saison brillante en 89, où il fait 50 goals en 50 matchs. Ça, c'est pas souvent que ça arrive. Et puis voilà, après, je vais laisser Christian compléter, mais sa fortune est estimée aujourd'hui à 300 millions de dollars quand même. Ah ouais. Donc, il a bien capitalisé. Mais sur l'ensemble d'une carrière où on était quand même moins bien payé, parce qu'aujourd'hui, Oui, mais un surtout, total comme ça, les grands se font ça sur une saison, quoi. Ouais, non, mais il a investi, bah non, pas sur une saison, hein, Philippe, Ouais, mais presque. il a investi, puis il a capitalisé, puis il a eu Non, mais je disais hors hockey sur glace. Ouais, ok, ouais. Je sais pas combien ça peut être estimé les gros joueurs, mais en tout cas, il y avait moins d'argent avant et il a vraiment bien capitalisé. Ouais. En tout cas, moi, c'était, tout le monde a parlé de Gretzky. Pour moi, il y a deux joueurs qui m'ont marqué. Vraiment, hein. Gretzky évidemment, mais dans ce que j'aime, c'était Lemieux et Lindros. Eric Et Lindros, donc ouais. Eric Lindros. Et juste une dernière chose avant de parler de stats. Toi, tu dois savoir, Christian, il était associé à Jagger. Et c'était qui le troisième? Bonne question. Oui, attends, oui. Il y en a eu deux, et ça m'a fait penser. Vous vous rappelez du duo Bikov-Komutov? À chaque fois, on cherchait le troisième. C'est Kamensky. C'était Kamensky. Non, c'était Ron Francis et Kevin Silas. Oui, mais Kamensky avec Bikov Komutov, je voulais dire. Oui. Et du coup, il y a eu Chaler aussi, Pascal Chaler. Il y a eu. Enfin bref, qu'on savait. Il y a eu Thierry Moret au début. Ouais, exactement. Mais donc là, Ron Francis, moi, c'est vraiment la ligne quand je regardais Pittsburgh, c'est le complément idéal. J'avais acheté la casquette. C'est vraiment ma génération. Et le mieux Jagger, Francis, c'était vraiment exceptionnel. Et Jagger à son prime. Hein. Ouais. Tiens, puisque vous parlez de casquette, je peux me permettre une petite anecdote? Il y a un gars qui vient chez moi. Il y a un gars qui vient chez moi avec une casquette, avec deux signatures gribouillées dessus, une casquette russe, et il me dit ouais, je sais pas quoi en faire, je vais l'acheter, est-ce qu'elle vous intéresse? Puis je regarde dessus, il y avait il y avait la signature d'Ovechkin, qu'il avait récupéré au dernier championnat du monde qu'Ovechkin avait disputé en Suisse, et voulait l'acheter. Je lui ai dit, vous savez, sur le marché, ça vaut à peu près $3 500, une casquette comme ça. Il y avait un deuxième joueur russe dont le nom m'échappe maintenant. Enfin, tout ça pour vous dire que maintenant cette casquette elle est chez moi. Voilà. Bref, parenthèse refermée, puisque vous parliez de couvre-chef. Allez, on continue avec le 66. Vas-y, mais t'avais fini, Lolo? Ouais, sur le mieux, j'ai fini. Après, je dirai les gens. Ouais, alors, bon, déjà, ce qui caractérise le mieux, Mario Lemieux, c'est les chiffres. Parce qu'il les a tous fait péter. Mais, d'abord, numéro 1, savez quel numéro il aurait pu avoir s'il n'avait pas eu le 66? 33? Non. 44, 55, 77. Non. 8, Le 65 parce qu'il est né en 65. Et ça me fait revenir sur une chose. La semaine passée, quand on parlait du 65, on s'est posé la question de pourquoi Julien Rod avait le 65. Et j'ai trouvé la réponse. Parce que Jean-Luc est de 1965. Ok. Il pourra nous le confirmer, mais je pense que c'est ça. Bref. Donc, Jean-Luc le papa. Ouais, exact. Donc, Julien porte l'année de naissance de son père.
C'est nouveau. Parce que moi, j'ai joué avec Jean-Luc. Mais c'est la question. C'est souvent. Voir, il est né en 65, en fait. Ouais, mais c'est souvent lié au fait que t'as pas ton numéro. Et puis, du coup, un lien familial ou autre. Qui t'a fait commencer le hockey, etc. Voilà, c'est ça. Puis, je pense que aussi, ça a dû faire plaisir à Jean-Luc, mais c'est juste pour dire, on se posait la question, pourquoi le 65? Jean-Luc est de 65, donc c'est sûrement pas le hasard. Bref, c'est comme le numéro d'Jaromir Jagr qui est très politique, par contre. Lui. Oui, clairement. Voilà. Oui, bon, lui, c'est clairement, non, mais ça, c'est clair. En plus, c'est parce que c'est mon année de naissance, mais bon, bref, ça, c'est une autre histoire. Mais non, juste alors, je parlais des chiffres, par rapport à Mario Lemieux. D'abord, ce qui est incroyable, qui s'appelle Lemieux, parce que, je veux dire, on fait difficilement mieux que lui. Je vais vous parler de chiffres, vous allez comprendre pourquoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que, donc, un peu comme Gretzky, il faut savoir que Lemieux, son idole, c'était vraiment Wayne Gretzky. Ils avaient le même agent, comme il l'a dit, effectivement, par provocation, mais aussi parce qu'il l'appréciait énormément. Il a inversé son numéro, effectivement, il a eu le 66. Mais à 18 ans, il jouait en Ligue junior majeure. Il a fait péter un record qu'on pensait impossible de faire péter. C'est celui de Guy Lafleur. Donc, juste pour vous donner une idée, sa saison record, il a mis 282 points, dont 133 buts en 70 matchs. Le gars, c'est oui, pas mais ça, c'était chez les midgets. Non, Ligue junior majeure. C'est incroyable. Non. Philippe, tu peux pas manquer de respect comme ça. Mais oui, mais bon, vous l'avez vu un peu, c'est incroyable le quota. C'est que le début des chiffres. Ensuite, sa première saison en NHL, en 85, il a été premier de la draft en 84, 73 matchs, 100 points, 43 goals, 57 assists. Sa plus grosse saison, 88-89, 76 matchs, 199 points, dont 85 goals. 140 et 50 goals en 50 matchs. C'est vrai que là, Laurent Perroton, on est loin de vos 0,5 points par match de ceux que vous estimez comme étant des leaders dans une ligue. Voilà. Non, mais bon, après, c'est hallucinant, mais c'est juste pour dire à quel point le gars, il avait quelque chose de plus que les autres. En plus, lorsqu'il débarque à Pittsburgh, donc faut savoir que l'équipe, elle est au bord de la faillite. Ouais. Il joue devant 7000 spectateurs tous les matchs. Une année après, sold out tous les matchs, 17 000 personnes, la magie le mieux. Et Gretzky a émis une phrase à son encontre. La première, il a deux grosses phrases. Il a dit, si tu dois avoir un seul match dans ta vie et que tu aimes vraiment le spectacle hockey, va voir Mario Lemieux. Ça vient de Gretzky. Parce qu'il disait toujours, moi, j'ai pas le talent de Lemieux, quoi. J'ai pas les skills. Lui, il avait l'efficacité, mais le talent était exceptionnel. Et la puissance. Exact. Après, toujours dans les chiffres, Mario Lemieux, donc, il a mis fin au règne de Gretzky avec le trophée Hart, donc le joueur le plus utile qui gagnait depuis 8 années consécutif. Voilà, c'est lui qui a gagné. Après, il en a gagné 6 ou 7 d'affilée. Et la même chose avec le trophée du meilleur buteur, 7 saisons consécutives pour Gretzky, c'est lui, vu les stats, voilà. Et Gretzky a dit une deuxième phrase que j'ai trouvé vraiment classe, quoi. Il a dit, sans les blessures, parce que c'est un gars qui a eu beaucoup de blessures et surtout qui a eu un cancer, qui a dû stopper sa carrière. Il a dit, aujourd'hui, il serait devant tout le monde. Et donc, quand il dit tout le monde, c'est lui, évidemment, mais Ovechkin et les autres, parce qu'il faut pas oublier qu'il a un trou de 5 ans. 5 ans. C'est ça. Donc, si tu enlèves ces 5 ans, le mieux, c'est le meilleur. Il est 1723 points. Il avait 2 points de moyenne, 1,88 points par match. C'est-à-dire que vous commenciez un match, vous saviez que vous aviez déjà 2-0. Donc, en fait, son année en junior majeur, il a 2,89 de moyenne. Quasiment 3 points. 3 points de moyenne. Cinglé. Non, mais on se rend pas compte. Je veux dire, quand on parle d'Ovechkin qui a battu les records, ou même aujourd'hui, il y a des joueurs qui ont des skills et tout, mais lui, c'était vraiment un gars hyper complet. Et surtout, c'était un gars qui avait des habilités, qui était très fin avec des skills, mais en même temps, il faisait 1m93. Il était c'est ça. C'est ça la profonde différence. C'était, enfin bref. Et puis, alors, je sais pas si toi, Lolo, t'en avais d'autres. Moi, j'en ai encore 2, 3. Juste encore un mot sur Mario Lemieux, si vous permettez. Parce que pour moi, ça a été un énorme crève-cœur parce que lorsque vous êtes aux Jeux Olympiques à Nagano en 1998 où vous aviez pour la première fois tout le gratin de la NHL, finalement, de tous les noms qui, de notre génération, ont éclaté, nous ont émerveillés, c'était le seul qui était pas là parce qu'il y avait Gretzky, il y avait Lindros, il y avait Novondijk, il y avait Théoret de Fleury, il y avait Kees Primo, il y avait Joe Sakic, il y avait Ray Bourque. Enfin, ils étaient tous là. Et il manquait simplement Mario Lemieux. Ça a été la grosse déception de 1998. C'est les Tchèques sur un but de Svoboda qui sont devenus champions olympiques. Exactement. Incroyable. Incroyable. C'était, d'ailleurs, vous savez l'histoire des Jeux de Nagano. Ils étaient tellement sûrs de gagner, les Canadiens, qu'ils avaient fait du merchandising avec champion, machin et tout. Ils ont balancé les containers à la mer. Ouais, c'est vrai.
Bon, voilà, je voulais encore faire cette petite parenthèse, mais on en profite dans cette émission. C'est vrai que ça fait du bien de remuer certains souvenirs. Ouais. Bon, Allez, on continue avec d'autres souvenirs de 66. L'autre, on a ou moi j'en ai? Ouais, bah moi j'ai les joueurs de National League, Nussbaumer qui joue à Davos, Feckman à Langnau, Fiedler à Lausanne, Schelinska à Zug qui a pris 66, et en Swiss League, Gross Niklos Team, Chaux-de-Fonds, 66 aussi. Voilà, il y a quelques joueurs qui ont le 66 dans le championnat. Ouais, donc ouais, t'as raison. Valentin Nussbaumer qui a été lancé par un certain Mike McNamara, je sais pas si tu te souviens. Ah bah oui. Très bien. C'était drôle, hein, il était entraîneur des novices à Lausanne, ils en voulaient plus. Il est devenu entraîneur de la première et il a lancé Nussbaumer. En Liga à Bienne, ouais. Voilà, exact. Et je me rappelle, Nussbaumer, genre, au bout de 10 matchs, genre, il avait 8 goals, 0 assists, parce qu'il faisait pas de passe, mais il mettait des goals. C'est un sacré buteur. Il y a aussi Nico Gross de Zug, qui a le 66, et j'en ai trouvé une sympa. Dans les archives, Thomas De Roons, à 41 ans, a joué à Fort Varmorge avec le numéro 66. Et genre, il a mis plus d'un goal par match. Puis juste en même temps. T'as dit qui? J'ai pas entendu. Thomas De Roons. Thomas De Roons. Ah oui, Thomas. Ouais. C'est quand même le gars qui a mis le goal le plus improbable lors d'un. Il a mis un air hook contre Berne en demi-finale, qui est dans les annales. Avec Genève Servette. Exactement. Voilà. Et t'avais dit qui de Zug? Nico Gross. Bah maintenant c'est le 66 cette année, c'est Schleninska qui a pris le 66. Effectivement. Ouais. Et ils ont changé. Ouais. Donc ok, voilà pour les numéros 66. Merci. Déjà, on avait vraiment on a un gros client, un gros client, une grosse légende. Et attendez 68. Mais c'est une grosse année. Ah bah oui, c'est votre année de naissance, on l'a compris. Bon, on y va avec les casques d'or et casques de plomb. Qui a envie de commencer avec le casque d'or? Bah, peu importe, comme vous voulez. Allez, The Boss. On y va, Laurent. Alors, casque d'or, moi, je l'ai mis aux Nouvelles Arénas en Romandie. Donc, Lausanne, Fribourg, la rénovation, Bienne et Ajoie, la rénovation. Et maintenant, Genève à partir de la saison 2030. En effet, aucun référendum n'a été déposé. Attention. C'est comme la rade, hein, c'est pas encore fait. Oui, non, mais ça avance. Non, mais déjà, les politiciens sont d'accord. Ouais, c'est ça. Et puis, on a été déposé avec un crédit d'investissement d'environ 276 millions. Hein, donc, une capacité entre 8500 et 9200 places avec un naming pour l'Arena. Avec 2 rings en gardant les Vernets. Donc, il y a 2 rings qui seraient là-bas à Trèfle-Blanc, 2 rings au Vernet, une piste à 3 chaînes, 2 pistes à Mérin et une construction d'une patinoire, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à Plan-les-Ouates. Ouais. Ça fait 8 pistes où on va pouvoir pratiquer le hockey sur glace en compétition, avec plus les patinoires itinérantes. Donc, c'est des très bonnes nouvelles pour les pratiquants et surtout pour les spectateurs qui seront ravis de pouvoir être accueillis comme ça se passe à Lausanne, à Fribourg, à Bienne, à Ajoie. Et outre la National League, vous qui êtes dans le régional, c'est une excellente nouvelle parce que vous allez enfin avoir des heures d'entraînement correctes. Il y aura assez de place pour tout le monde. Mais en fait, si vous voulez aussi, on a trop de jeunes. Le samedi matin, mon fils, à l'école de hockey, ils sont 100. Sur une 60-30. Donc, il y a environ une douzaine, entre 12 et 16 moniteurs sur la glace, mais c'est énorme. C'est énorme. Donc, il y a des groupes de niveau, c'est très bien structuré, ils ont des couleurs de maillot, etc. Mais 100, c'est vraiment beaucoup. Et moi, je trouve ça génial. Hein. En plus, c'est sur la patinoire extérieure, donc c'est en plein air et tout. J'adore ce hockey-là. Mais finalement, on est en train de refuser du monde un peu partout. Et ça, c'est quel sport peut se permettre de refuser du monde? Donc, c'est vraiment bien là, on parle de le décor hollywoodien, si vous voulez, avec une belle arena qui va arriver. Mais en fait, les incidences de cela fait que les Vernets vont être libérés avec 2 pistes puisque c'est patrimoine historique. Puis ainsi de suite, il y a une patinoire qui se monte à Plan-les-Ouates. Et moi, ça que je vois, c'est que dans la masse, et peu importe le canton, on développe la masse, ce qui va amener des très bons joueurs pour l'équipe nationale et le championnat en National League. Moi, je te réponds un truc. La région de Zurich, il y a Cloton, Zurich, Winterthur, il y a 6 pistes de glace. C'est comme ça que tu développes des talents. Il faut à Berne, la région de Berne, la région de Berne, c'est juste hallucinant. C'est juste hallucinant. Mais ça n'empêche pas les gamins d'aller s'entraîner à 6 heures du matin dans la région zurichoise parce que, encore une fois, même si patinoire, c'est pas assez. Oui, non, mais c'est vrai.
Alors, ça c'est vrai. Mais parce qu'il y a tellement de sports de glace, mais la problématique avec ça, c'est, moi, je vais vous parler de ça en tant que parent. On reçoit des convocations. Et ça va intéresser nos auditeurs. Il y a pas mal d'auditeurs qui sont aussi, qui ont des enfants qui jouent au hockey. Et moi, il a 5 ans, le dernier. Il s'entraîne deux fois 1 heure et quart, ce qui est déjà énorme. Quand j'étais en première division, en France, je m'entraînais 3 fois 1 heure, plus le fitness. Donc, pour vous dire. Et des fois, on reçoit des convocations avec des entraînements en plus à 7 heures, le samedi. Moi, je réponds toujours non. Je réponds non, pas parce que je veux pas qu'il aille s'entraîner, mais parce que je veux qu'il dorme, qu'il étudie s'il a des choses à étudier, et puis on verra plus tard. Mais ça, c'est pas un problème du club, c'est un problème des créneaux à disposition pour le club. Donc c'est pour ça que dès que je vois des nouvelles arénas arriver, je suis content pour les jeunes parce que on va pouvoir s'entraîner un peu plus, mais à des horaires qui sont corrects. Et peut-être comme ça que les filles du CPMR1 auront leur propre vestiaire parce qu'elles en ont marre de travailler leur sac après chaque match. Montel dit. Mais pour finir, je vous avais raconté l'histoire d'un U9 qui venait le matin à 6 heures, qui habitait à Yverdon. Il venait donc le matin à 6h30 sur la glace et il avait l'entraînement le soir à 18h. Et en fait, de 6h jusqu'à 21h, rentrer chez lui. Donc, il se levait à 5h et se couchait à 21h avec 2 entraînements la journée plus une journée d'école. Il avait ça toute la semaine et il avait juste le jeudi congé et ses parents lui faisaient faire des cours privés. Ouais, puis à 20 ans, il a arrêté le hockey parce qu'il était dégoûté. Exactement. Ouais. Et donc, il y a le sport amène beaucoup de valeur, mais le sport doit aussi te permettre de te développer et donc la récupération, dormir, bien manger, etc. Et quand ça rentre pas dans ce cadre-là, chez moi, c'est non. Oui, mais il faut pas oublier une chose après, Laurent. Ce que tu t'expliques, on l'a vécu. Il y a énormément d'enfants qui font ça parce que leurs parents leur demandent. Les meilleurs, c'est ceux qui sont. Noah Rod, il habitait à côté de la patinoire à Morges, il était tout le temps à la patinoire. Il venait jouer avec la 2, avec les vieux et tout. Il était tout le temps. Le Coultre, il était tout le temps à la patinoire parce qu'il y avait des heures de glace. C'est un gamin de la patinoire. Et ces gars-là, ils sont différents parce qu'ils n'ont pas la même autonomie que les autres. Ça veut dire qu'ils peuvent plus parce qu'ils sont tellement passionnés. La passion est un moteur incroyable. Et ils sont proches. Que si ils ont tu le lieu as côté. La glace, tu peux alimenter cette passion. C'est numéro 1. Donc, les infrastructures, c'est fondamental. Excellent casque d'or, Laurent. Merci. Le casque d'or de Christian Ponty. Bon, alors moi, c'est à la rumeur ou aux rumeurs, mais les bonnes rumeurs. Donc, je m'explique. Après avoir tapé il y a une semaine, d'ailleurs, Laurent, il a tapé fort sur le CP Berne parce qu'ils étaient nuls. Non. Après, moi, je sais pas si vous avez, j'espère que les auditeurs ont peut-être, ceux qui suivent un peu Planète Hockey, j'ai eu la chance d'avoir un entretien avec Klaus Zog qui a parlé de la situation du hockey à Berne. Donc, je sais pas si vous avez vu, en gros, la nouvelle rumeur qui arrive, selon Klaus Zog, c'est que Sven Leuenberg serait pressenti comme futur head coach du SC Berne. Ce qui est pas bête. Avec Patrick Schaub. Donc, si ça doit se faire, c'est probablement, pour moi, la meilleure décision de ces 5 dernières années. Pourquoi? Parce que l'homme connaît la maison. Parce que, je rappelle juste que le gars, il a été champion suisse d'abord avec les U15. Il a été assistant de Guy Boucher, qui était annoncé comme le Messi. C'est lui qui a repris l'équipe à la ramasse parce que Guy Boucher, ça passait pas. Il a fait champion suisse. Et après, il a eu un rôle de dépanneur. Il a fait du bon job aussi du côté d'Olten. Mais je pense que, vu ce qui s'est passé l'année passée aussi à Fribourg, on a pu se rendre compte que je pense que Sven Leuenberg, c'est peut-être un des entraîneurs les plus sous-estimés. Donc, moi, je lui souhaite vraiment ça. Après, d'après ce qu'explique Klaus Zog, il faut de toute façon trouver un arrangement du côté de Fribourg. Mais je pense que Rönnberg, trouver des assistants qui viennent de Suède, ça va pas être très compliqué. En tout cas, je souhaite réellement que Berne engage Sven Leuenberg parce que pour moi, ça serait un choix intelligent. Et oui, et Lars Leuenberg, si vous permettez, Lars Leuenberg, interrogé, je crois, par les Freiburger Nachrichten, a concédé le fait qu'il était quand même pas évident dans sa situation personnelle de redevenir numéro 2 après avoir été numéro 1 et en étant le numéro 2 avec la même équipe, les mêmes joueurs avec laquelle il avait gagné. Donc, en fait, je pense que l'oreille est attentive du côté de Fribourg, que la décision de le libérer serait intelligente. Donc, on sent quand même l'envie de Lars Leuenberg de reprendre un peu son envol. Mais moi, au-delà de Lars Leuenberg, parce que lui, je vois pas de raison qu'il accepte pas. En plus, il habite Berne. Mais c'est pas ça. Ce serait vraiment une bonne idée de la part de Berne de trouver, parce qu'au bout d'un moment, moi, je dis, il y a pas de, il y a des bons entraîneurs dans les bonnes situations.
vu ce qui se passe à Berne, moi je pense que avec le manque d'identité qu'il y a à Berne, avoir Sven Leuenberg, ça pourrait être la meilleure chose. N'oubliez pas qu'il a été joueur à Berne aussi, que c'était un excellent joueur. Donc ça, c'est une chose. Et la deuxième rumeur, parce que j'ai dit rumeur au pluriel, c'est que, je sais pas si vous avez entendu, mais on en parle de plus en plus d'éventuellement avoir Fischer du côté de Zurich. Et ça, bah, je trouve ça serait très bien, parce que c'est un gars qui sait gérer des stars et des égos. Et en plus, c'est du Swiss made. Et moi, j'ai absolument rien contre les entraîneurs étrangers, qu'on soit bien d'accord, parce que quand je dis Swiss made, faut pas croire que. C'est dit juste que ça serait une bonne idée d'avoir cette personne à cet endroit-là, parce que s'il y a quelqu'un qui a prouvé qu'il était capable de parler avec des gars de NHL et des stars, c'est bien Fischer. Et donc, pour Zurich, ce serait, moi, je trouve un bon choix. Mais deux rumeurs lancées par Klaus Sog, parfois on peut se dire que finalement c'est la réflexion elle-même de Klaus Sog qui lance cette rumeur, et finalement on peut dire, Laurent, que Klaus, il n'a pas totalement tort. Là, c'est vrai que ce sont deux très bonnes réflexions de la part du journaliste de Watson. C'est des bonnes réflexions. Maintenant, du côté de Zurich, il n'y a pas de souci. Du côté de Berne, si on veut laisser travailler ces gens, il faut changer la direction. Donc, je reviens toujours au même point. Toujours le même point. Tant qu'il y aura cette personne à la direction, le club n'avancera pas. Il est obsolète, il a ses idées, mais voilà, maintenant, il faut passer la main et donner. Et je pense que quand vous managez une entreprise, il y a aussi des personnes très compétentes. Il y a une nouvelle génération qui arrive et Lars fait partie de Made in Suisse, mais de cette nouvelle génération d'entraîneurs qui a eu du succès. Mais pour cela, il faut qu'il ait les mains libres. Et pour avoir les mains libres, il faut pas que quelqu'un. Donc il faut passer sur le corps de Marc Luthier. Bon, exactement. Après, Lolo, juste un truc. Quand même, une chose, parce que moi, la question, je lui ai posée. J'ai demandé si finalement le directeur sportif avait les mains libres par rapport à Luthier. Et il a dit oui. Il a dit oui. Voilà. Maintenant, il lui donne une autre raison. Il dit ce qu'il veut. Il dit ce qu'il veut, mais je pense que, franchement, entre nous trois, là, le plus informé sur Berne, c'est quand même lui, je pense. Et en fait, il dit un truc que je trouve assez intéressant. Il dit que Berne, ça fonctionne comme une administration, qu'en fait, en gros, il y a des fonctionnaires et que c'est beaucoup trop lourd. Et c'est ça qui fait la différence, par exemple, selon lui, entre un club comme Berne et Fribourg, où c'est beaucoup plus simple, c'est one way, c'est direct. Et là, il a dit, c'est comme l'administration fédérale, c'est dirigé par des fonctionnaires. Et selon lui, ça peut pas marcher. Et il pense que, au final, Luthier, d'après lui, c'est aussi un pion de toute cette administration. Mais en tout cas, mais c'est qui qui a mis cette administration en place? Luthier en est responsable. Il y a des actionnaires. Luthier, c'est pas l'actionnaire principal. Attention. Ouais, mais pourquoi il a fait ça? Pour rester, évidemment. Mais pour plein. Parce que quand tu as plein de fusibles à tous les étages, ça te permet de changer les fusibles et de ne jamais être atteint dans la centrale nucléaire. Étant donné depuis 30 ans, c'est que t'es malin. Ouais. Puis n'oubliez pas qu'il a eu de gros ennuis de santé, Marc Luthier, que c'était de manière pour lui, sans être en première loge, au premier rang, de pouvoir continuer à diriger un peu l'organisation sans prendre. Mais il s'est retiré. Il s'est retiré pour revenir dans un rôle où il n'encaisse pas les premiers coups. Voilà, il a une protection maintenant, on va dire ça comme ça. Excellent casque d'or également. On va enchaîner avec le casque de plomb de Laurent Perroton. Attention. Non, moi c'est plutôt un bilan parce que j'entends toujours des choses et puis moi j'aime bien lorsqu'il se passe quelque chose d'analyser et puis de tirer un bilan. Et là je voudrais parler de John Foust. En fait, il y a eu un article aujourd'hui dans le matin de Ward sur son intronisation et puis John Foust, il a été intronisé le 4 novembre 2022. Ward le 6 novembre 2022. Donc on arrive à 3 ans de pouvoir à la direction sportive. Et puis, en fait, moi, ce qui m'a interpellé dans mon casque de plomb, c'est depuis l'intersaison où on a réuni le back-office de la préparation physique à la direction, au staff on ice, off ice, etc. Les responsables du matériel, etc., le staff médical, etc., en disant cette année, vous devez tous faire plus pour atteindre le titre. D'accord ? On a fait 2 finales, il faut tous faire plus pour atteindre le titre. Et donc, moi… Augmenter les indices de performance. Augmenter les indices de performance. Et j'ai repris l'interview après la conférence de presse où on était avec Planète Hockey, il y avait Philippe Ducaro qui était présent avec moi. Et il y avait 2 axes. Travailler sur la continuité et travailler pour alléger la masse salariale.
et avoir une équipe toujours compétitive. Aujourd'hui, je vais venir sur le bilan. Le bilan, c'est les départs de Frick, Glauser, Almond, Boson, Raffel, Kennings, Prassel et Jäger en fin de saison. Donc ça, c'est des joueurs emblématiques. Et moi, la question que je pose, qui va remplacer Frick? Qui va remplacer Glauser? Qui va remplacer Almond? Qui remplace Boson? Qui va remplacer Raffel dans le leadership? Qui remplace Kennings sur un 4e bloc? Et qui va remplacer Prassel et Jäger? Prassel, pour moi, c'est facile à remplacer. Jäger, non. Ensuite, on a pris des étrangers, je viendrai après. Nikou, Kaoun, qui sont pour l'instant pas attendus au niveau sur lesquels on attend dans une équipe qui va être championne. Et puis surtout, moi, c'est la situation actuelle qui m'inquiète. La situation actuelle qui m'inquiète quand je vois le classement et les ambitions du club, ce qui m'inquiète, c'est de voir qu'est-ce qu'on fait. Il y a Kaoun qui est blessé, Suomela qui est blessé, Rochette qui est blessé, et pour l'instant, j'entends aucune solution de remplacement, même temporaire. Ensuite, on va venir sur les. Donc ça c'est les départs. On va venir sur les flops transferts. Il y a eu Fiedler pour moi, Prassel, Zender. Pour l'instant, c'est 2 goals avec le salaire actuel, c'est peu. Kaoun, Rueseger, Vuardou, Hammerer, Perlini et Nikou pour moi. Ok. Maintenant, on parle de continuité et de travailler sur la durée. Et puis, j'ai regardé quand même. On est à 23 étrangers. 23 étrangers en 3 ans. Je vous les cite rapidement. Juice, Pilot, Apala, Kovacs, Raffel, Salomakis, Sekaj, Barreuter, Schleninska, Kokkanen, Payunami, Perlini, Nikou, Brandstrom, Kaoun, Suomela, Oskanen, Lorikainen, Gernat, Odette, Kalof, Emerton et Panic pour finir. Donc ça, voilà. Ça, c'est le bilan. Ensuite, on parle des transferts qui sont venus. Donc, évidemment, on a signé Fora, qu'on a mis joueur de la semaine avec l'équipe nationale. Mais quand il va arriver, il aura 31 ans, il a signé 5 ans. Donc, il aura 36 à la fin de son contrat. Puis, on a signé Simic, que j'aime beaucoup, qu'on a eu comme joueur, qui a joué 26 matchs l'année dernière et qui a joué que 15 matchs cette année. Ça, c'est les transferts. Ensuite, là où moi, je vous pose des vraies questions, c'est que je vois plein de mal de prospects annoncés de partout. Donc Johnson, Biasca, Schneller, Neuschwander, Bertou, Reber, Chanton, etc., etc. Et je vois pas de prospects arriver dans la course. Pourtant, on s'aligne. Ensuite, je vois aussi qu'on a perdu les combats on m'a beaucoup reproché les choses. Hein. On a perdu les combats sur les internationaux. Mais les vrais internationaux, c'est Jäger, Frick, Glauser, Boson, Ria. On en a gardé qu'un. Lorsqu'il y a des gros dossiers comme Moy, Schmidt, Bernier, etc., on n'a pas gagné de combat. Moi, ce que je vois, le constat, c'est l'équipe a perdu physiquement en puissance, a perdu en profil, a perdu en caractère et en profondeur. Donc, c'est là où je ne comprends pas les ambitions du club par rapport à ce qu'on demande au staff. Et toi, le directeur sportif, tu fais quoi en demandant ça au staff pour mettre le staff dans les meilleures conditions? Et pour finir, on parle de durabilité, de continuité, de famille, etc. Et j'ai regardé quand même le staff. Et je parle du on ice, off ice. Donc, John Fuss, qui était entraîneur, qui est passé directeur sportif. On a eu Peter Anderson, Bobby Dolas, Alex Reinhardt, Christophe Aluette, Robert Petrovicki, Bartalis, Krukov, Hermerton, Lemay, l'Allemand Kirin, Bossart, Coxon qui est arrivé, Coco, c'est un nouveau préparateur physique, Yannick Dubé qui est skills coach, et Jeff Ward. On est à 16 en 3 ans. Donc voilà. Est-ce que tout ça fait qu'on est rentré dans les clous sur le budget? Est-ce qu'on a une équipe constituée pour être champion? Donc voilà, c'est 3 ans de bilan. On a pris les joueurs, les chiffres, etc. Et en fait, moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est Ward, il fait de l'excellent travail. Lui, depuis 3 ans, avec l'équipe à disposition, et pour moi, la plus belle saison, c'est sa deuxième, lorsqu'il avait une équipe, ils ont été au 7e match à Zurich, et ça s'est joué sur des petits détails. Ils auraient pu la gagner cette année-là. L'année dernière, c'était un peu plus loin. Mais cette année, je vois le classement et je vois tout le monde revenir. Et surtout, je vois des joueurs comme Kaoun, Suomela, Rochette blessé. Je vois pas d'arrivée, etc. Et puis, chaque jour, quand on ouvre votre site ou les journaux, on voit des arrivées. Donc, je me demande qu'est-ce qui se passe. Est-ce que on a demandé à ce que ça soit statu quo financièrement et qu'on va attendre les retours des blessés, ou est-ce que on n'arrive pas à trouver les joueurs? Eh bien,
Un casque de plomb sous forme de très gros point d'interrogation. Merci Laurent. Christian Ponty. Ouais, j'ai juste rajouté à ce que vient de dire Laurent. C'est vrai que c'est intéressant ce qu'il dit parce que finalement, on a défoncé Svoboda parce qu'il défonçait des gros montants. Mais par contre, si on regarde les résultats de Lausanne sur les deux finales, c'est le résultat des transferts de Svoboda. Je parle dans l'aspect rudesse du jeu et dans l'aspect équipe de playoff type. Et puis, faut laisser parce que là, Laurent, il a dépeint un tableau pas très glorieux de Foust, mais après, de son bon côté. Sans savoir si Foust est complètement responsable de la situation non, ou pas. Non, mais alors, justement, moi, je parle des choses Attention. dont il est responsable. Oui. Brunström, pardon, c'est excellent. C'est le top joueur. Pour moi, c'est le meilleur transfert de l'année. Ria, il l'a gardé, mais Ria voulait de toute façon rester en Romandie parce qu'il vient de construire une maison, donc il n'allait pas partir. Et puis, Rochette, il l'a re-signé, et ça, c'est tout à son honneur. Mais Rochette voulait aussi rester, faut bien le dire. Après, moi, parce que finalement, ce qui est très intéressant, c'est qu'avec les moyens en œuvre, si on compare son bilan avec Gerb, qui crée une véritable identité fribourgeoise, je pense que effectivement, Ward fait du bon job, mais je pense que Foust n'est pas au niveau de Ward par rapport à son management et rien ne me fera enlever de l'idée qu'à quelque part avec Jäger, ils ont fait faux parce que y avait des négociations, on n'a pas eu de nouvelles de ces négociations et tout d'un coup les playoffs ont commencé, il était sous le 4e bloc et pas comme par enchantement on l'annonce à Davos. Moi je pense que c'était pas une bonne négociation de la part de Foust. C'est mon avis. Donc là-dessus, je pense un petit peu que Lolo, il a raison là-dessus et je pense qu'il y en a un qui fait plus son job, je parle de Ward, que Foust. Ça, c'est mon avis. Ok. Voilà, je crois qu'on a été complet sur le sujet. Bon sujet également. On va maintenant écouter votre casque de plomb, Christian Ponty. Alors moi, mon casque de plomb, attention du cas, je le donne aux gens qui font un procès à Fischer et Weibel sur le cas Bixel. Parce que j'entends beaucoup de choses par rapport au fait que Bixel, je vais en prendre pour mon grade. Non. Alors, moi, je comprends le côté qu'on dise Bixel. Faut tout faire pour ramener le soldat Bixel. Maintenant, moi, ce qui me dérange, quand on parle de Bixel, les gens, ils s'arrêtent aux 2 dernières années. Ça se passe avant. Je voudrais juste rappeler une chose. Bixel, c'est un gars talentueux, mais c'est un gars problématique. Juste pour information, il s'est barré de Bienne parce qu'il a dit, je cite, ouais, je me tire de Bienne parce qu'ils font pas confiance aux jeunes. Alors, c'est quand même faire un peu insulte à Steinegger. Je m'excuse. Steinegger, je pense qu'on peut quand même dire une chose, c'est que c'est un gars qui croit en les jeunes. Mais c'est un gars qui est extrêmement impatient. Et d'ailleurs, il me fait énormément penser à un gars qui s'appelle Kevin Fiala, qui était pareil au même âge. Et d'ailleurs, il est parti en Suède. Après, donc moi, je veux dire, faut pas oublier à la base, c'est quand même un gars un peu un problème. Et des fois, faut pas oublier que ce genre de gars, quand on dit que tu es un joueur, une personne à problème, ça te court un peu après. Ça veut pas dire qu'entre-temps, il n'a pas mûri et qu'il n'a pas changé. Mais maintenant, si on se met à la place de Fischer, c'est quand même 3 fois vice-champion du monde. Il a bâti un vestiaire avec des NHLR avec qui il entretient des bonnes relations, ce qui fait qu'ils viennent au championnat du monde. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, un vestiaire, c'est un microcosme. Moi, je pense que vu l'arrogance qu'il y avait à un moment donné, j'ai bien dit à un moment donné, de Bichsel, il y a certains NHLR qui ont dit, lui, là, il nous casse les noisettes, quoi. Moi, j'ai pas envie de le voir. Et donc, qu'est-ce que tu fais à la place d'un Fischer qui prend 3 ou 4 fois l'avion pour aller voir ses gars, pour se mettre les NHLR de son côté pour qu'ils soient là? Quand tu as un gars qui pose des problèmes. Il a posé des problèmes. Faut pas non plus faire semblant de dire oui, mais c'est pas parce qu'il a posé des problèmes avant que maintenant il n'a pas évolué, mais je pense que prendre le risque de changer ton microcosme de ton vestiaire, ben c'est un vrai risque. Et je rappelle quand même, parce que je vais donner des exemples concrets, que Slava Bykov s'était privé de Kovalev pour les championnats du monde à Québec. Ils sont devenus champions du monde et qu'il n'avait pas pris Kovalev au JO de Vancouver. Donc, c'est pas nouveau. Exactement. Exactement. Et des fois, les gens, ce qu'ils ne voient pas, ils voient que les résultats, mais ils voient pas tout le reste.
on ne sait pas la place qu'un Bixel prend dans le vestiaire et je pense que c'est un réel danger. Et je voudrais quand même rappeler une dernière chose, parce que les gens ne le savent certainement pas. Weibel, donc, qui est actuellement CEO de l'équipe de Suisse, quand il est arrivé à Bienne en Liga, il était derrière Hanken. Il a dit, moi, je veux prendre la place à Hanken et je vais aller jouer en NHL. C'était un arrogant. Donc, ils connaissent tout ça. Ces gens-là, ils sont pas stupides. Je pense qu'il y a une balance entre le fait qu'effectivement, Bixel, en ce moment, il joue incroyablement bien. C'est un défenseur de la NHL, mais qui risque de déstabiliser ton vestiaire. Donc, je trouve un peu dur de dire que, ouais, mais pourquoi ils les prennent pas, blablabla. Je pense que une personne qui risque de déstabiliser tout ton vestiaire, peut-être que tu prends pas le risque. Et moi, je pense qu'il faut faire confiance à Fischer. Je ne vais pas réavancer mes arguments. Je signalerai simplement qu'on lui a fait effectivement une étiquette de joueur à problème. La question qui a été soulevée était... Mais attendez, justement, cette étiquette, on l'a un petit peu fabriquée parce qu'il n'a jamais été contre une convocation. Il a demandé des aménagements pour pouvoir, par exemple, rejoindre un camp d'entraînement un peu plus tard. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il a même accepté de jouer un championnat du monde junior où il s'est d'allure blessé, alors qu'il n'était pas couvert en assurance par la fédération. Il y est quand même allé. Ça veut dire qu'il a quand même un lien certain avec l'équipe de Suisse. Moi, j'ai tendance à dire que, OK, une fois sur 4 manifestations où il a été convoqué, il n'a pas participé. Il avait ses raisons qu'on peut aussi comprendre. Et vous donnez l'exemple de Fiala, on peut donner l'exemple de Josie et d'autres. Je rappellerai il a jamais été non, mais non. Mais ce que je veux dire, c'est que, OK, ils ont passé visiblement entre eux un accord tacite pour justement pour pouvoir pour que tout le monde se mette à disposition de l'équipe nationale à la demande. Mais je vous rappellerai quand même que durant cette période, il y a des joueurs établis de NHL qui n'ont pas participé au championnat du monde parce qu'ils n'avaient pas réglé notamment des problèmes contractuels avec leur club et on a accepté qu'ils n'y aillent pas. Et je pense normal. Eh bien, moi je m'excuse. Mais quand Lian Bixel, c'est pas la même chose. Je peux pas être d'accord avec vous. Quand Lian Bixel dit j'ai envie de venir, j'aimerais venir une semaine plus tard parce que je dois me reposer, j'ai été blessé, j'ai une commotion cérébrale et 2, je dois régler mon avenir professionnel et je dois traiter mes problèmes de contrat avec Reglé et avec d'autres. Eh bien, je comprends que lui aussi demande ce laps de temps qui n'avait aucun impact sur la compétition et qu'on lui a refusé. Et c'est ainsi que la fédération a aussi réussi à en faire un cas à problème alors que finalement il demandait des arrangements et demander des arrangements où on lui dit non, il a le droit de dire qu'il n'est pas content et je pense que ce n'est pas forcément un cas à problème pour ça. Voilà. À la base, c'est un gars à problème. Oubliez pas ça. C'est vous qui demandez à Steinegger. Peut-être, mais toujours est-il que les quand on fait la balance entre ce qui est dit maintenant à la fédération et ce que dit l'entourage du joueur et notamment son management, eh bien, je pense qu'on peut peut-être réfléchir un petit peu à la situation. Mais moi, de toute façon, mon discours il est clair. Problème ou pas problème, effectivement, si les autres joueurs de NHL ne veulent pas de lui dans le vestiaire, effectivement, il vaut mieux ne pas l'avoir, mais je trouve dommage qu'on en soit arrivé là et qu'on se prive d'un gars qui aurait pu avoir qui aurait pu avoir une influence très claire sur le prochain tournoi olympique. Ce que j'explique, moi, c'est que c'est un facteur risque. C'est un facteur risque. D'accord. Tu prends le risque, quelque part, c'est comme quand Benzema allait avec l'équipe de France. C'est le même principe. Mais il y a d'autres. Est-ce qu'ils vont le prendre? D'accord. Sauf qu'avec lui, on a voulu le dresser, tandis qu'il y a des joueurs confirmés à qui on a accordé des passes droits, auxquels qu'on n'a pas accordé à Bixel. Et je ne comprends pas pourquoi si un accord a été passé avec tout le monde. Voilà. C'est pour ça, mais c'est très bien aussi d'avoir réouvert cette discussion. Merci, Christian Ponty. On a pris notre temps, aujourd'hui. Donc, on va quand même parler un petit peu d'actualité, si vous êtes d'accord. Je veux juste, j'ai une crampe au bras, je lève la main. Ah, j'ai pas vu. Vous êtes hors cadre. Depuis 3 minutes. Mais en fait, ce que je voulais juste dire, je pense pas que les joueurs NHL n'ont pas envie qu'ils viennent aujourd'hui. Pas maintenant, mais avant. Je pense que l'attitude ou la personnalité qu'il avait, quand tu discutes avec les joueurs quand ils sont plus jeunes, souvent ça t'arrive de dire en tant qu'entraîneur à un joueur, écoute, le vestiaire, tu as été passé là il y a quelques années, si tu reviens, et puis j'ai eu plusieurs fois le cas et le joueur me répond, ouais, j'étais un petit con.
Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, j'ai 25 ans, j'ai changé. Et je me suis bien rendu compte que j'étais complètement stupide. On parle de ça. Complètement. Et c'est là-dessus où je suis mitigé. C'est-à-dire qu'il y a une sanction qu'on peut discuter, comme vous avez dit. Il y a des pour et des contre. Mais là où je rejoins Philippe sur une chose, c'est que c'est dommage pour l'équipe de Suisse de ne pas avoir Bixel au JO. Oui. Et là, je parle sportivement. Je parle sportivement et je parle de l'évolution de la personne. Et là, je parle pas du hockey, je parle de l'humain. Ouais. Christian, j'ai juste une question pour vraiment conclure sur cette problématique. On vous demande de présenter des excuses pour une chose où vous pensez que vous n'avez pas été fautif. Est-ce que vous présentez vos excuses? Non. En fait, c'est ce que Bixel ne veut pas faire parce qu'il se met en position d'infériorité par la fédération. Et pour la fédération, c'est avant tout une question d'ego, notamment, je pense, c'est un avis personnel, bien sûr, pour Lars Weibel et pour Patrick Fischer, mais surtout, voilà, tout à fait. Mais toujours est-il que moi, on me demande de m'excuser pour un truc que j'ai pas fait, je ne le fais pas, donc je peux comprendre. Mais Philippe, Bixel. Maintenant, je vais t'expliquer. Ça, c'est l'aspect public. Maintenant, si tu demandes à Fischer et qu'il a vraiment besoin de lui, il va le voir et dit, écoute, voilà, nous, par rapport à la Fédé, il faudrait qu'il fasse un truc, mais moi, je te prends JO. Écoute, entre nous, je vois que tu as changé. Il y a toujours des moyens. Bien sûr, que Fischer le fasse et lui dise, viens en équipe de Suisse, et puis on efface tout et c'est terminé. D'accord. Voilà. Ce que je dis simplement, c'est que vous avez raison. Aujourd'hui, on fait un procès à ces gars parce que quelque part, ils avaient leur raison à un moment donné. Je pense que le meilleur exemple, c'est Fiala. Fiala, c'est devenu un monstre patriote. Il est incroyable alors que c'était un petit con à 18 ans. Aujourd'hui, pour régler le tout et pour que tout le monde garde la face, d'un côté, Bixel a admis qu'il avait fait une erreur sur 4 compétitions. D'un autre côté, la fédération a le droit de dire quand même que c'est un joueur qui va nous rendre service pour l'avenir et même dans un avenir proche. Soyons intelligents, on se serre la main et on convoque jusqu'au 31 décembre, on convoque Yann Bixel. Messieurs, on passe à l'actualité du jour. Laurent Perroton, hier, Genève a battu les SL Tigers 3. Sans Bixel. Oui. Alors déjà, je vais revenir un petit peu sur le contingent. On a joué quand même avec Schneller en 12 à l'attaque parce que Miranda absent, Ishii absent, on a Granlund absent. On a Tanner Richard toujours absent. Donc ça va aller à un moment. On sert beaucoup avec certains joueurs. On utilise beaucoup, notamment Maninen et Puljujärvi. Mais il va falloir que ça revienne au jeu quand même, parce que la qualité de l'équipe dans le contingent en quantité va faire que tu vas avoir des résultats. Et là c'est un vrai problème. J'espère qu'on va trouver des solutions. On avait parlé de ça. Le retour de Charlin en pleine forme. Puis là, on voit que c'est vraiment le numéro 1. Puis Mayer ne joue plus du tout ou très peu. Et ça amène les résultats. Et puis surtout, Ruta en défense, qui rééquilibre un petit peu le tout. Après, je le redis, pour l'instant, je suis vraiment pas content personnellement de la qualité du joueur et de son rendement. C'est Serge Harvey. Offensivement, c'est correct, mais défensivement, il fait encore des trucs. C'est très très compliqué de jouer avec lui. Et je trouve que il devrait. Je m'attendais à ce qu'il s'adapte au fait qu'il soit dans un plus grand club avec des ambitions. Et pour l'instant, défensivement, ça ne va pas. Et puis celui qui a vraiment trouvé son spot, et puis qui est au début, on se disait un peu pas trop buteur, pas trop subtil, c'est Puljujärvi. On sait combien il a été drafté, mais franchement, il est vraiment très très impressionnant quand il travaille dans les deux sens de la patinoire, avec et sans le puck. Donc voilà, on a eu le retour hier aussi de Tyler Beck. Pour l'instant, voilà, c'est correct, mais voilà, c'est pas le niveau. C'est un 7e étranger, mais voilà, il rend service. Il était blessé, mais voilà, c'est vraiment au niveau des joueurs suisses et surtout à l'attaque qu'on a besoin d'avoir plus de profondeur et plus de qualité. Et surtout, c'est toujours des rencontres très difficiles contre Langnau, mais ils ont mieux commencé. Ce qui a changé en un mois, c'est l'entame des matchs, surtout à domicile. On mène au score et on n'est plus mené à courir après le score. Surtout que en plus, Langnau avait le momentum dans le dos, avec la victoire la veille à la maison contre Lugano, et puis un peu plus de rythme. Donc sur l'entame de match, on a été prudent, mais on a fait les choses, et puis c'est une belle victoire. Et puis au niveau du classement, on commence à être de mieux en mieux, quoi. Donc
Genève dans les résultats et dans la constance des résultats, des bons résultats, fait qu'au classement, il remonte petit à petit, puis qu'il se rapproche gentiment de la troisième et deuxième place. Mm. Ouais, en fait, j'ai l'impression que moi, Genève a les qualités de ses défauts et les défauts de ses qualités. C'est-à-dire il y a pas mal d'anciens joueurs, mais ils sont aussi assez régulièrement blessés. Par contre, leur expérience et leur côté robustesse, parce c'est des gars formés, c'est vraiment une équipe d'hommes, peut faire qu'effectivement, si tu les rencontres en playoff, ça peut faire mal. Mais pour ça, il faut que les étoiles s'alignent et que les blessés les embêtent pas trop. Maintenant, moi, là, au milieu de tout ça, je vais quand même dire, il y a un truc que je trouve incroyable. Bon, déjà, vous avez vu qu'il y avait Teddy Riner qui est venu leur rendre visite. Et ils ont joué devant Teddy Riner. C'est assez marrant parce qu'ils font des opérations promotionnelles et en même temps. Il a mis un Uchimata Suter dans le vestiaire. C'est ça. Ouais, j'ai vu. C'est vrai. Mais non, moi, je voulais parler d'un gars, c'est Simon Lecoultre. Et Simon Lecoultre, 8 goals, 4 passes, 12 points. Donc, projection Elite Prospect, s'il continue comme ça, il finit à projection 18 OK, manager. OK, ça marche. Non, Elite Prospect. Non, je parle d'un truc. Enfin, ouais. Non, je dis ça en rigolant, mais je dis, mais c'est juste pour dire qu'il réalise comptablement sa meilleure saison. Et la plupart de ces goals, c'est sur des face-off préparés. Ils sont très très bons. Hier ils sont 7 plays, ils sont à 65-91, 66%. Et puis ils ont un seul power play. Donc les 7 plays et les power play font la différence, surtout à Genève. Et hier ils ont 100% en power play, puis 66%. Et ils marquent là-dessus sur un 7 play et sur un power play, ce qui amène la victoire. Ce que je veux dire, c'est que s'il continue à ce rythme-là, ça va devenir un sérieux caillou dans la chaussure de Fitché parce que s'il finit à 27 points, moi, je vous dis un truc, il va au JO, les gars. Je rigole. Non. Non. Je plaisante. Mais c'est juste pour dire qu'il réalise comptablement sa meilleure saison depuis qu'il joue à ce niveau-là. Ouais. Et donc, c'est remarquable. Et il faut aussi le dire parce que finalement, tu te rends compte qu'on attendait des Tim Bernier et tout, et résultat des courses, c'est Simon Lecoultre qui sort la tête de l'eau. Et franchement, respect. Moi, je dis, c'est un gars quand il était jeune, c'était un gars qui avait énormément confiance en lui, qui jouait sur les power play. Et ce qui est génial, c'est de te rendre compte qu'avec les années, il assume de nouveau ce rôle qu'il avait dans ses années plus jeunes. C'est vraiment un gars dont le jeu est basé justement aussi sur la confiance. Et là, plus tu marques des goals. 16 minutes 22 de temps de jeu. Très bien, c'est bien. Franchement, je veux dire, respect. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle de voir un gars comme Simon qui fait une bonne saison. Et puis, je pense qu'ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de tous leurs bons défenseurs. Et le côté offensif de Simon, ça fait plaisir à voir. Et j'espère juste que ça continue pour lui. Et ça fera du bien à tout le monde, à lui et à Genève. Et il y a eu des binômes par moment, comme il jouait à 7, là, qui étaient intéressants. Donc dans l'aspect défensif, quand tout le monde va revenir, il y a Schneller à qui on peut donner du temps de jeu pour un top 8 et voir un petit peu ce qu'on peut faire. Et puis surtout, Ruta revient à son meilleur niveau, puis il a eu 21 minutes de temps de jeu hier, et c'est quand même le patron en défense, notamment un peu comme le Nemec quand il était à Berne, et ça permet aussi la tour de contrôle, ça permet à ses défenseurs aussi de s'exprimer. Mais vraiment, moi, sur tous les goals de Simon depuis le début de saison, souvent soit sur le pipi ou soit sur des set plays, c'est ça qui marque, c'est vraiment sur des situations en supériorité numérique ou sur des situations statiques où là c'est très bien fait. Puis comme il a un gros shoot direct, et vous savez que on l'a eu longtemps au sport études, et en fait c'était un gars qui a sans doute l'un des gars que j'ai vu le plus travailler son shoot. C'est-à-dire que dès qu'on commençait les séances, des fois on avait la glace un peu en avance, il était là. Il y avait Alain Rice des fois qui montait avec moi sur la glace, il faisait des passes, il prenait des shoots directs tout le temps. Et déjà, il était U15, il avait un méga shoot. Et là, hier, son shoot, il part fort. Donc, tant mieux. Content de le revoir à son meilleur niveau. Ouais, mais en même temps, ça c'est un peu libéré pour lui, parce que si tu regardes les gros défenseurs qu'il y avait les 4 dernières années, comment tu voulais qu'il joue offensivement? Et là, tout d'un coup, il y a de la place qui se libère, et je trouve bien parce qu'il assume ça. Et c'est vrai que le mettre avec Ruta, c'est une bonne idée parce que défensivement, c'est un gars qui assure. Et puis vraiment, Ruta, c'est pas un joueur offensif, donc il peut avoir des responsabilités. Il y a que Sari Harvey qui est dans ce cas-là, donc ça c'est une très 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 bonne chose. Et comme Bernie n'est pas très performant, voilà, il commence à prendre sa place, et peut-être que avec le départ de Schneller et de Bernie, avec Chanton, ils vont commencer à devenir les joueurs offensifs suisses
avec beaucoup d'importance du côté de Genève. C'est juste. En début de semaine, j'avais émis l'hypothèse qu'après une pause internationale, la reprise pouvait être compliquée pour les favoris et on ne sait jamais trop où on en est, hein, après 10 jours d'inactivité ou presque. 10 jours d'entraînement. Eh ben, il s'avère que sur les 3 premiers matchs qui ont été disputés, les surprises, elles n'ont pas vraiment eu lieu. Alors, si l'on regarde maintenant le programme qui nous attend ce soir, nous avons un Bienne Zurich. Mais là, j'ai envie de dire que une victoire biennoise ou une victoire zurichoise, ça rentrerait dans l'ordre des choses par rapport aux tendances actuelles concernant les deux formations. Ouais, alors bien, ça va pas être simple. Hein. Zurich, en ce moment, ils vont plutôt pas mal. Bah non, justement, je trouve pas. Donc, j'attends vos analyses. Moi, je pense que Zurich sera performant. Comme je l'ai dit, plus ça va aller. Il y a les joueurs qui ont été blessés et le fait d'avoir joué en Ligue des Champions, ils ont un rythme. Et en plus, ils sont en train de revenir très très fort pour passer sur la barre. Et s'ils font un week-end avec des joueurs en Bienne et ils jouent Lausanne, ils font un week-end à 6 points. Ils passent dans le top 6. Et je pense que c'est l'objectif. Et en fait, quand je dis il y a des joueurs importants, c'est Rohrer qui a toujours post NHL. Hein. Quand tu reviens, c'est toujours un peu compliqué. On se rappelle, ça dure plus ou moins longtemps. Mais regardez, il y en a qui sont pas remis. Haim, à Ambry pour l'instant, je ne revois pas le Haim avant qu'il parte. As, ça a été compliqué. Ria, ça a été compliqué. Comment il s'appelle, qui joue à Zug. Hoffman, ça a été compliqué. Donc voilà. Donc Rohrer, après il y a Grant qui revient de blessure et lui c'est une grande carcasse, il faut qu'il prenne son temps et ça va aller mieux. Puis Andrighetto qui commence enfin à revoir le vrai Andrighetto avec Malgin. Donc là attention à Zurich sur le mois de décembre parce que s'il commence à carburer avec la qualité des joueurs à disposition, je redis il faut qu'il trouve vraiment le gars qui va remplacer L'Amico. Mais s'ils arrivent à trouver ça. Roubec sort d'un mauvais match, donc il fait jamais de mauvais match. Moi, je les vois gagner ce soir à Bienne. Laurent, Christian. Ouais, alors moi je suis un peu d'accord avec ce qu'il dit Lolo. Franchement, moi je vous dis juste une chose. Ce qui m'a choqué en Coupe d'Europe, là, vous avez vu Malgin et Andrighetto, c'est des gars de NHL en réalité. Faut pas se voiler la face. Ah bah oui. C'est des mecs. Je veux dire, c'est des étrangers. C'est des étrangers, voilà, des gros étrangers. Regardez leur power play, la vista. Et en fait, tu leur donnes 2 power play, ils mettent un goal. Hein. Et en ce moment, ils reviennent. Donc c'est pour ça que je dis en talent pur, Zurich. Et oubliez pas une chose, c'est que dans les goals, ils ont été moyens. Et franchement, je suis joli. Mais je pense que ce qui est intéressant par rapport à Bienne, c'est que Bienne, c'est vraiment une équipe pour moi. Leur premier défaut, c'est la constance. Mais leur constance, elle manque du fait, elle vient de leur jeunesse, tout simplement. Et en fait, des fois, on oublie. Moi, des fois, je vois sur les sites les supporters biennois, mais oubliez, vous avez vu la moyenne d'âge de votre équipe. Je veux dire, c'est le Canadien de Montréal du hockey suisse, il y a que des gosses. Et en fait, ça, tu dois leur laisser le droit à l'erreur. Et le problème, c'est que souvent, les gens sont pas patients. Et là, justement, tu vas te retrouver face à une équipe qui a à peu près tout gagné sur les 4 dernières années. Donc, il n'y a pas de miracle. Il faut que Sattery verrouille la porte. Il faut qu'il fasse un match parfait. Il faut qu'il soit dans une soirée un peu moyenne, j'ai envie de dire. Mais je crois pas que ça risque d'être le cas de Zurich en ce moment parce qu'ils savent qu'ils doivent remonter au classement. Ils en sont à 4 victoires consécutives. Hein, voilà. C'est ça. On est d'accord, alors que Bienne est très inconstant. Mais 4 victoires consécutives, un match nul et surtout en Ligue des Champions et 2 gros matchs le week-end pour pouvoir arriver au match retour avec de la confiance. Donc c'est là où je vous dis, ce soir, ce week-end, ils peuvent être dangereux parce qu'ils vont vouloir se préparer pour essayer de conserver le titre et d'aller en quart de finale en Champions League. Et là, c'est plus le Zurich qui ronronne. Non, mais surtout Lolo, avec les JO, ils doivent remonter au classement. Regardez, ils n'ont pas le choix. Oui, mais avec les JO, Zurich, ils sont 7e, 37 points. Ils ont Lausanne qui a 40 points et Genève 39. Ils ont un match de plus. Ils gagnent avant les JO, ils doivent être dans le top 5. Ils gagnent contre les concurrents directs et tout. Ils passent à 43. Et à mon avis, ils sont sur le podium ce week-end. Donc, plus ça c'est le premier point mathématique. Le fait qu'il y a les pauses avec les JO. Là, on est dans l'urgence. Et puis, la préparation du 8e de finale. Donc, moi, je vous dis, ce week-end, Zurich sera très dur à jouer. Ouais. Par contre, ce qu'il faut laisser à Bienne, c'est qu'ils sont jamais très loin de la victoire, même quand ils perdent. Et l'autre chose, ils ont les batteries qui sont rechargées puisqu'il y a eu la pause. Donc,
Je pense que Bienne a quelque chose à jouer C'est à pour la ça que maison. j'y crois un petit peu. Voilà. Ouais, moi aussi, Bienne à la maison, c'est Ouais. bon, franchement. Ouais. Bon, merci messieurs. Match suivant. Fribourg-Gotteron a eu une mauvaise surprise avant la pause internationale, après avoir passé quand même une bonne partie de la première partie de la saison au-dessus de la barre de la 6e place. Bah, il passe la pause internationale à la 7e. Donc on a un peu grimacé du côté de la BSF Arena. La victoire contre Ajoie leur a permis de repasser à la 5e place maintenant. Et ce soir, Fribourg-Gotteron accueille le HC Davos, le leader qu'on croyait, oui, qui était encore intouchable jusqu'à il y a 3 ou 4 journées. Puis tout à coup, Davos nous sort 2 défaites sur ses 3 derniers matchs. Résultat, c'est bien la preuve que Davos est prenable. Est-ce que Fribourg peut prendre Davos ce soir? Clairement. À une condition, Berra dans les buts. Ouais, c'est ça. Et arrêtez le turnover là pendant un moment parce qu'il faut faire des points et être dans le top 6. Deuxième chose, on est là, le retour de Biasca qui était malade. Comme ça a trop fait ta ligne Biasca, Berchi. Et là, je parle de la profondeur dans les oppositions face à Davos, c'est-à-dire que tu as 3 lignes avec des marqueurs invétérés à Davos. Il faut que Delarose soit sur le 3e bloc. Pour pouvoir être opposé à ça. Donc dans le match-up. Par contre, si Berra joue et avec la qualité de la défense, puisqu'on a le retour de Glauser. Avec le rythme, etc., il va commencer à retrouver ses sensations. Voilà. Pour moi, la condition, c'est Berra dans les buts et Biasca pour l'équilibre. Et je parle de l'équilibre, je parle pas de l'équilibre offensif, je parle de l'équilibre défensif pour matcher les lignes en face qui sont très fortes. Je pense que Fribourg à la maison, avec l'appui du public et la qualité du jeu proposé à domicile, peut l'emporter. Question. Ouais. Alors moi, j'ai envie de dire un truc. Finalement, la pause de l'équipe suisse, elle a fait du bien à Delarose. Hein. Moi, j'ai remarqué chaque fois qu'il joue avec le jaune de l'équipe de Suède, il est bon, ça lui fait du bien. Donc, il score. Je suis prêt à réfléchir à un truc. Je me suis dit, pourquoi Fribourg ne ferait pas les maillots jaunes des époques parce qu'il est bon en jaune, le gars. Non, je rigole, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il va avec l'équipe de Suède, le gars, il revient plein de confiance. Et on peut rajouter un truc. Berchi, c'est pareil. Il a pas mal joué, Berchi, même si la Suisse a pas tout le temps bien joué. En tout cas, contre la Finlande, il a fait un très bon match. Et Schmidt, pareil. Donc, et puis après, il faudrait peut-être un petit peu que la poisse lâche Valmark parce que c'est bon là. C'est assez. Mais moi, je pense que très franchement, pour Fribourg, je pense que le retour de Glauser, ça donne une grosse stabilité. Et puis, je pense que on se rend pas compte à quel point Glauser, c'est un gars qui doit être important pour le mental. Et Glauser, c'est quelque part, rien qu'en étant sur la glace avec son leadership. Exactement, d'où le titre de Planète Hockey, où le retour de Glauser, bon ou pas bon, escamotait finalement la victoire contre Ajoie. Ouais, non, mais moi je pense que Glauser. C'est un peu provocateur, mais. Mais bien sûr, mais regarde, c'est pas compliqué. Glauser, regardez, les belles années de finale de Playoff Lausanne, il était pour beaucoup. Il mettait des tartes à tout le monde et il était bon. Franchement, Glauser, joueur de playoff, hyper important. Exactement. Et donc, gros joueur de l'équipe nationale. Comme c'est un match de rentrée après l'équipe nationale où les 2 équipes ont les batteries en l'air, moi j'ai l'impression que ça va être un bon test contre Davos et je suis sûr que Rönnberg, il a très envie de montrer qu'il est capable de gagner contre Davos et vu le classement, il a raison. Et puis ce soir, nous avons encore une dernière confrontation qui va particulièrement nous intéresser. C'est un duel entre 2 clubs romans. C'est donc le Lausanne Hockey Club face au HC Ajoie. Vos commentaires, Christian, vous commencez peut-être? Ouais. Alors, moi, j'ai envie de dire, Rundstrom, c'est pareil. Lui, il est impérial autant en jaune qu'en rouge. C'est vrai qu'il est bon partout. Non, moi, je me faisais juste une réflexion parce que finalement, on a vu que Kaoun est blessé et puis que quelque part, ça peut créer des troubles par rapport à l'équipe de Lausanne. Je me faisais une réflexion par rapport au fait que, je sais pas si vous avez vu, donc tout le monde sait qu'Omark a décidé d'arrêter avec Lugano. Et puis que finalement, il a dit il y avait 2 clubs qui l'intéressaient en Suisse, c'était Lugano et Lausanne. Sachant que, comme Laurent le sait, que je dirais I have a dream. Moi, je vous dis un truc. Moi, si je suis à la place de Fous, je paye un chauffeur pour faire, je sais pas moi, Nyon ou Gland, Mérin pour l'école suédoise. Et puis, t'achètes tes services pour 100 000 balles pour 3 mois de Omark. Parce que, franchement, imaginez Omark et Brandstrom sur le même power play. Ça pourrait être juste incroyable. Alors ça n'a rien à voir avec le match de ce soir, c'est juste un truc qui m'a inspiré cette réflexion. Voilà, exactement. Après, très franchement, si on veut parler du match de ce soir, moi je crois que pour Ajoie, la première chose, c'est éviter absolument une spirale
de défaites, mais surtout, j'ai envie de dire, déjà, que tu perds ou que tu perds pas, de quelle manière? Parce que ça, c'est très important. Et je pense que de l'autre côté, Lausanne, eux, ils doivent continuer de jouer son jeu de rouleau compresseur à la maison, mais sachant que ils ont rechargé les batteries, mais il y a quand même des blessés et puis ça va être un peu compliqué. Donc, je pense que pour moi, à Ajoie, ils vont jouer très clairement défensif. Avec quel gardien? Bonne question. Est-ce que Keller peut faire son apparition ou pas? Moi, je pense pas encore. C'est un peu tôt. Mais en tout cas, voilà. Pour moi, Ajoie doit absolument éviter une spirale. Lausanne doit se relancer. Et surtout, moi, j'ai envie de dire, doit se rassurer dans son style de jeu à la maison. Alors, je pense que finalement, le bon client pour ce soir, c'est peut-être Ajoie. Moi, je vais répondre déjà. Si je suis coach, je fais jouer Keller, c'est sûr. Parce qu'il a des choses à prouver, notamment contre cette équipe. On a déjà évoqué ce qui s'était passé. Ensuite, le fait qu'il n'y ait pas Théo Rochette sur les powerplays, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que c'est lui qui virgule et c'est lui qui finit. Il suffit que l'absence de Seomola et de Rochette, Kaoun un peu moins, mais Kaoun c'est dans l'équipe des lignes, mais amène quand même une vraie problématique parce que Oksanen avec Seomola et Ria, c'est une ligne exceptionnelle. Mais quand Seomola n'est pas là, ben voilà, on déséquilibre, on habille Paul pour déshabiller Jacques, etc., etc. Et Rochette sur les deux premiers trios, vous avez vos deux meilleurs joueurs. Et quand je dis meilleur joueur, moi j'adore Ria, hein, je trouve qu'il est très important, c'est le capitaine, il frappe, et Oksanen il fait du gros job, mais ils sont très bons, mais ils sont très bons quand il y a Seomola. Parce que le playmaker et puis Seomola a commencé à progresser offensivement. Et puis Rochette, il fait un début de saison et surtout le Rochette à la maison. J'ai mis des doutes sur le Rochette à l'extérieur, mais le Rochette à la maison et notamment sur le pipi, c'est toujours lui qui va créer la passe ou surtout finir quand il virgule comme ça puis qu'il la reçoit. Il est très très précis, son shoot est très puissant et il marque énormément. Donc voilà, et ça, je reviens à mon casque de plomb tout à l'heure. Je comprends pas que même sur une courte période, on trouve pas des solutions pour même juste redynamiser. Ce que je veux dire, le fait d'amener deux gars pour un mois et des gros joueurs, hein, des playmakers pour remplacer ces gars-là, ça met une nouvelle énergie. Il faut les trouver quand même. Vous avez des noms à m'annoncer. Mais il faut les trouver. En à ce moment de la saison, le marché il est un peu sec à tous les niveaux. Philippe. Ouais. Je parlais avec les directeurs sportifs, c'est les étrangers, tu reçois tous les jours, heureusement qu'il n'y a plus les fax parce qu'on sera en panne de papier là. Donc non, là c'est, et puis tout le monde veut venir là. C'est la différence. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde veut venir là pour se montrer et peut-être avoir un contrat plus longue durée. Tout le monde veut venir là aussi par rapport à la qualité du pays et la qualité de vie. Et je parle du hockeyeur là, c'est-à-dire les courts déplacements, etc. Et puis la qualité du championnat. Donc ce que vous pouvez gagner et la qualité du championnat. Donc là, je sais pas si on a dit, ok, les budgets sont un peu serrés pour l'instant, stand-by. Mais là, si ce week-end vous perdez à la maison contre Ajoie et Zurich vous perdez dimanche, vous pouvez potentiellement vous retrouver sous la barre. Et puis là, ça va commencer. Puis vous savez, la spirale de la confiance ou la spirale de la non-confiance, elle est très fine. Elle est très fine. Et c'est là-dessus où je suis très content du travail des joueurs et du staff, mais pas content des joueurs quand il y a des blessures et de ce qui est entrepris, à Lausanne à ce niveau-là. La question aussi, c'est de savoir, est-ce que quand un Kaoun est blessé, est-ce que c'est l'assurance qui prend en charge son salaire et que tu peux aller payer un Remarque ou je sais pas. Oui. Pour répondre à ce que tu disais sur Remarque, il a été très clair. En fait, la scolarité, non, mais même pas ça. Non, ça c'était des hypothèses au départ. Mais là aujourd'hui, ces enfants. Voilà. Et puis il n'y a pas de solution, donc il s'est engagé. Oui, il n'y en avait pas à Lugano. Oui. Non, mais il s'est engagé. Là, il s'est engagé avec son club d'enfance. Je vois en troisième division. Je vois pas changer d'avis et de changer de discours. Surtout qu'à Lugano, ça donne 100 000 balles pour 2 mois. Est-ce que tu y vas? Mais 100 000 balles
C'est ça, il a pas besoin. Et puis 100 000 balles pour 2 mois, ça coûte pas 100 000 balles. Hein. De Ouais. faire venir tout le je monde. dis un chiffre. Proposez vos services, Christian. Bon. Donc, Non, j'en sais rien. mais voilà, mais peu importe. Mais voilà, il y a des joueurs et on voit tous les jours il y a des annonces, donc il y a des possibilités. Est-ce qu'on veut attendre le retour en santé pour pas déséquilibrer le vestiaire? Ok. Est-ce que c'est un point de vue financier? Ok. Est-ce que ça va pas déstabiliser sportivement l'équipe? On en reparle dans 2 semaines. Ouais, après je disais ça parce qu'à remarque il a peut-être un impact direct, vraiment sur Lausanne à ce moment-là, au moment où Lausanne doit prendre le bon wagon, pas quitter le haut du classement. Tu feras gaffe, évidemment qu'il a un impact. Regarde le Haut-Marque en forme les 2 dernières semaines de Lugano. Mais non, j'avoue. Et moi, le premier, je pensais que ça serait un flop, mais en fait, il a été incroyable, j'avoue. Bon, on dira encore quelques mots sur le championnat de Suisse à un autre niveau à la fin de l'émission. On va enchaîner avec quelques rondelles, Christian Ponty. Ouais, alors, moi, je vais mettre... déjà, on va parler quand même c'est marrant parce que en parlant du hockey francophone, c'est-à-dire des Canadiens de Montréal, on va aussi pouvoir parler d'un certain Yann Bixel. Ce qu'il y a de bien, c'est que... Alors, non, mais il y en a qui ne parlent que de Rumbull. Moi, je parle de Bixel. Ouais, non, mais en fait... il y en a qu'un qui parle que de Bixel, c'est Christian Ponty. Parce qu'il est agent, il est son agent, peut-être. En plus, c'est possible. Vous savez qui c'est, son agent? Oui. Voilà. Holdener. Voilà, exact. Non, en fait, ce que je voulais dire, ce qui est intéressant, c'est que hier soir, il y avait un certain Canadien de Montréal versus Dallas. Et les Canadiens se sont pris une 7-0. Bon, alors, ce qui arrange pas du tout Montréal, c'est que déjà, premièrement, ils étaient en panne avec la confiance de leur gardien. Mais alors là, Dobech avait fini en pleurs après la défaite contre les New Jersey. Là, je pense qu'avec le 7-0, je sais pas s'il va pleurer, mais je sais pas ce qui va se passer. Bref, toujours est-il que dans ce fameux match, la première, ils ont affronté une vraie équipe, une grosse équipe qui peut prétendre à la Coupe Stanley. Et quand je parle de grosse, je parle de jeu physique. Et là, ils ont été clairement dominés, ils n'ont pas vu le puck, ça a été compliqué. Mais bon, ça fait aussi partie de l'apprentissage, ça c'est OK. Mais juste pour donner une idée, Yann Bixel, hier soir, c'est 17 minutes 21 de temps de jeu. C'est un assist et plus 4, 5 charges. Donc, je pense que lui, les JO, il l'a dans la tête. Hein, c'est pas possible autrement. Je rigole. Je dis pas que c'est à cause de ça qu'il joue bien, mais en fait, OK, il a fait une très bonne prestation. Mais c'est marrant parce qu'il y en a plein qui jouent bien en ce moment. Hoffman joue super bien. Enfin, voilà. Bref. Tant mieux, hein, si on est tous gagnants. Donc, j'ai envie de dire, ce qui y a d'intéressant pour nous, c'est que effectivement, dans ce qu'on annonce par rapport à Bixel, lui, en tout cas, il fait sa part du travail. Et malheureusement pour Montréal, c'était au dépens de Montréal. Donc ça, c'était juste pour en revenir à ça. Mais je voulais vous parler d'autre chose parce que j'ai trouvé, et c'est pas du hockey directement. Je sais pas si vous avez vu que la marque Norkane, qui appartient notamment à Mark Streit, vient de créer, en fait, ils viennent de faire un deal officiel et ça devient la montre de sport officielle de luxe de la Ligue nationale. Donc, ils viennent de créer un accord et Norkane, donc, ils sont dans la même lignée que ce que fait Rolex pour le tennis, Tissot pour le basket, la NBA. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que, ou bien même Hublot avec la Champions League, l'UEFA. Et donc, en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'ils viennent de conclure un accord avec les 32 franchises. Ils vont pouvoir commercialiser les manches Norkane avec le logo des clubs. Donc, c'est le plus gros accord par rapport à une montre. Et ben, ça, je voulais parler de Mark Streit, qui est en train de plutôt bien réussir sa reconversion parce que Norkane, c'est pas Rolex qui existe depuis 100 ans. Non, ça fait 15 ans, 12 ans que ça existe. Donc, c'est un véritable exploit. Alors, c'est pas du hockey, mais je pense que ça méritait d'être cité parce que et puis c'est des produits de qualité, c'est pas forcément comme les chaussures de Federer, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, bon, alors là, ça, c'est une autre histoire. Non, mais par exemple, Norkane, ils y sont allés graduellement. Hein. D'abord, il avait 2-3 ambassadeurs. Ensuite, je vous rappelle que Norkane est aussi officiellement sponsor de la Coupe Spengler. C'est un des gros sponsors de la Coupe Spengler. Et là, en fait, il a réussi à dealer avec la NHL. Et moi, je dis respect, parce qu'on oublie des fois que Mark Streit, il a débarqué à 27 ans en NHL. Et puis qu'il a pas beaucoup joué au début. Je me rappelle d'un truc, quand ils ont battu les Canadiens, il a joué 22 minutes. Et quand il s'est retrouvé à Montréal, il est revenu après avoir battu le Canada. Il était benché pendant 5 matchs. C'est un gars qui a vraiment une sacrée volonté de s'imposer. Il a été capitaine après à New York.
Donc, moi, là, je voulais rendre un peu hommage à Mark Streit et ce qu'il a fait dans sa carrière de hockey, où finalement, il a une grosse résilience. Il fait la même chose dans le milieu du business et mettre les pieds en NHL, fallait le faire. Ouais, moi je voudrais rebondir sur deux choses Monsieur Ponty a parlé de beaucoup de marques. Je voudrais parler d'une marque qui est Warrior. Warrior en l'occurrence. Laurent Perroton, représentant de Warrior pour la Suisse romande. Non, pas du tout. Mais en fait, ce qui est le gros sponsor de la CHL, c'est Warrior. Donc ça, on l'avait pas précisé. Non, mais trêve de plaisanterie, je voulais de la CHL, de la Champions League. C'est Warrior. Mais non, mais je voulais vraiment, j'ai un gros coup de cœur sur, il y a les maillots pour les JO, l'équipe féminine suisse qui est sortie. Ils sont pas mal. Ils sont sublimes. Non. Je les ai même pas vus, j'avoue, c'est vrai, c'est bien. Ils vont faire leur apparition sur le site Planète Hockey tout à l'heure. Non, alors c'est pas mal. Il y a une marque. Ils sont sublimes. Non, mais en fait, il y a Jaeger notamment qui est dans le clip qui les présente. Ils sont sublimes. Franchement, j'adore tout et j'adore ces couleurs, mais surtout les numéros, comment ils sont faits devant le logo, vous verrez, ils sont vraiment sublimes. C'est plus Nike, à l'époque ça a été Nike pour les Jeux Olympiques. Non, là il y a pas de. Attends, je vais te dire ça. Bon, écoute, on verra. Non, mais c'est toujours Nike. Ah, ok. Je dis ça parce que tu sais qu'officiellement c'est la dernière année en NHL que les maillots sont Adidas. Donc ça va changer aussi. Ça va changer. Mais là, je suis au courant parce qu'il y a une marque qui monte, qui est sur le train. Donc en fait, ce que je peux vous dire, c'est que les maillots là, franchement, ils vont en vendre parce que franchement, le maillot en blanc avec le numéro noir, ah ouais. Moi, ils ont dû juste. Je suis un immense fan. Ils ont dû procéder à un petit changement de dernière minute. Ils ont mis le nom dans le dos. Alors ils ont mis Cortina. Ils ont enlevé Pixel. Je sais pas pourquoi. Enfin bon. Alors le polémiste du cas. Bon, messieurs, c'est tout pour les rondelles. Oui, parce qu'on fera un joint de la NHL prochaine. Ouais. Allez, juste un petit mot sur la Coupe de Suisse pour dire que la titrée, c'est la voie royale pour la Chaux-de-Fonds, tenante du titre de la Coupe de Suisse, qui va. Alors attendez, fini. Qui va donc tomber, qui va aller jouer contre Bellinzone, Lanterne Rouge, mais en sacrée amélioration. Moi, j'ai quand même envie de dire que la Chaux-de-Fonds est favorite, mais pot de banane. Hein, ouais, c'est le match pot de banane, mais bon, on pourrait quand même. Après la deuxième demi-finale entre Sierre et Turgovie, c'est peut-être plus compliqué, mais le match aura lieu à Sierre. Mais voilà, je voulais juste avoir votre avis. Alors moi, est-ce que vous pouvez, je pourrais répondre à ça. Est-ce que vous pouvez appeler le président Calam pour lui demander si en finale de Coupe Suisse il y a Sierre Chaux-de-Fonds, qu'est-ce qui se passe sur le banc? Qui va coacher? C'est vrai, non mais on peut y penser. Mais tu sais, moi j'ai pensé à un truc. On parlait de Louis Matt. N'empêche que moi je me poserais la question. Louis Matt, est-ce que dans un futur proche, à Joie, Louis Matt ou moi j'ai pensé à autre chose. Vous allez peut-être dire que je suis un peu fou, mais si Lars est libéré pour aller à Berne et comme Ronberg a dit qu'il voulait absolument Louis pourrait venir à Fribourg. Un assistant qui connaît très bien le championnat suisse. Et il va prendre un Scandinave, moi, je pense. Lui, il voulait plutôt quelqu'un du Serail. Et puis, lui, pour moi, est vraiment suisse depuis le temps qu'il est là. Et pourquoi pas? Moi, je disais ça parce que lui, il a des qualités humaines. Et c'est important, un joueur. Il y en a pas tous les jours. Oui, bien sûr. Mais si d'un coup il n'a pas d'offre et qu'il y a une possibilité comme assistant en National League, comme fait René à Ambry, ça peut être aussi quelqu'un d'intéressant dans le. Mais au final, Louis va finir à Bâle. Bon, on verra. C'est possible aussi, remarquez. Hein. Non, mais cela dit, Bâle est une étape intéressante pour pas mal de coachs. Hein, oui, mais ils ont re-signé, ils ont reprolongé Schlepfer et puis Mielfarb, donc je pense pas. Ouais, mais regardez le classement. Non, mais là, justement, ils sont pas contents. Ils ont engagé un préparateur mental et dans la communication, on voit bien que on met en avant l'entraîneur et le directeur sportif pour que l'équipe réagisse, mais on veut continuer à être avec ces gens-là. Donc, je pense pas qu'il y ait de changement là.
Okay. Messieurs, vous savez que j'aime terminer l'émission en mettant en évidence un match des ligues inférieures pour vous encourager aussi à aller voir le hockey sur glace dans un peu plus modeste. Je vais vous recommander aujourd'hui un match de 4e ligue qui va voir le HC Pont-de-Martel recevoir à la patinoire du Bugnon à 20h30 le leader de 4e ligue du groupe roman, à savoir Plateau de Diesse. Plateau de Diesse, c'est 5 matchs et 15 points, donc invaincu depuis le début du championnat. Pont-de-Martel, c'est un peu plus compliqué, mais on cherche toujours le match surprise et on se dit que pourquoi pas. Donc Pont-de-Martel, Plateau de Diesse, ce soir à 20h30. Et puis, je ne voudrais quand même pas oublier Laurent Perroton, qui doit déjà avoir des difficultés à trouver le sommeil avant son match de demain, puisque demain, dans le cadre du groupe Ouest de Première Ligue, Laurent va dans une patinoire qu'il connaît particulièrement bien avec son CP Mérin et il va jouer à Martigny. Voilà. Martigny. Alors, réaction de Laurent Perroton. Alors, ma réaction, c'est que je dors très très bien parce que c'est le hockey. Au bout d'un moment, il y a pas que ça, mais non, c'est très très cool. D'ailleurs, évidemment, j'ai invité 3 personnes. Alors, je vais vous donner les noms hein. David Delesser, Samila Saoui et Jérémy Gaillan. Ça me fait vraiment plaisir de les revoir. Et puis voilà. Et puis on va avec notre jeune équipe. Puis on va découvrir ce que c'est un match de hockey avec une équipe qui est première au classement et avec une patinoire remplie. Donc ça c'est super intéressant. Et en début de saison, on avait été jouer à Annecy. Il y avait 2000, c'était plein. Et les gars, ils avaient halluciné. Et moi, j'adore. Et on a une anecdote avec Christian Ponty. On était arrivé à Lyon. J'avais invité et je savais à l'avance parce que le président est quelqu'un avec qui j'ai joué m'avait dit on va faire un test billetterie. Ouais, et vous savez, Lyon, c'est un peu comme Genève. Les gens, ils sont tout le temps en retard. Alors c'est pour ça que je me demande pourquoi je suis lyonnais, parce que je suis quelqu'un de très ponctuel, d'accord. Et en fait, on arrive et je leur ai dit la patinoire sera pleine. Et là, ils croyaient pas parce que l'année d'avant il y avait 200 personnes. Non mais les gars, l'échauffement personne et tout. Ouais. Voilà, on s'échauffe, il y avait pas un rat. Et à Lyon, vous rentrez par les couloirs, c'est tout noir, donc les tribunes sont éteintes. Et en fait, 15 minutes après. Il est chaud, vous rentrez, ils annoncent votre nom avec le rond, il vient vous chercher le rond de lumière, vous avez au milieu. Et puis, ça dure 5 minutes, la présentation des 2 équipes. Et je disais à Christian, tu vas voir quand ils vont allumer les lumières. Il y avait tellement de monde, il y avait 6000, il y avait tellement de monde que 5 minutes pour quitter les buvettes sous les gradins. Non, mais c'était incroyable, j'avoue. Ils étaient assis dans les escaliers, il n'y avait même pas de place pour marcher dans les escaliers. Et ce qui était très drôle, c'est qu'il y avait tous les gars alignés, et il y avait notamment Guillaume Maillard, qu'on connaît très bien, qui avait 17 ans. Et là, ils étaient tous en train de regarder. Moi, j'étais plié. Et finalement, on l'emporte 4-3 avec le gardien de la Slovénie qui jouait avec l'équipe A. Et goal de qui au penalty sous la louche. Sous la louche de Guillaume Maillard à 17 ans. Donc, c'était vraiment un bon souvenir. Et je trouve ça extraordinaire pour des joueurs amateurs de se retrouver dans des situations comme ça. Et demain, je leur ai dit, quand vous allez arriver sur la glace, au coup d'envoi, vous allez voir ce que c'est une patinoire avec des fans qui poussent. Bon. Moi, je me rappelle ce que tu dis, Lolo. Pour finir, il y avait Alexandre Picret, qui est le jurassien de l'équipe. Et on était sur la ligne et ils allument les lumières et c'était plein. Et Picret, il dit, oh putain. C'est magnifique. Donc, comme quoi, le hockey sur glace, c'est bien, le hockey sur place, c'est mieux. Et donc, c'est beaucoup mieux. Oui, et c'est demain à 19h à la patinoire du Forum d'Octodur à Martigny, le HC Martigny contre le CP Mérin. Merci messieurs. Pour conclure, vous savez que dimanche matin à 5h, je suis dans la voiture. Hein. Ah, vous allez à Marseille ou à Monaco? À Monaco. Donc j'espère pas qu'on va aller en prolongation au penalty parce que ça va faire vraiment tard. Vous ne dormirez plus. Vous ne dormirez pas de toute façon. Ouais, mais je suis avec les copains. C'est quand même des bons moments. Merci messieurs. Voilà. Allez, Christian, allez-y. Le slogan de la semaine. Attention. Le hockey roman est francophone, hein, parce que maintenant on parle de Montréal aussi.
Après 7-0, ils ont besoin. Ils ont besoin d'appui. Merci, messieurs. N'oubliez pas, parce que ça a été un bon premier bloc aujourd'hui, n'oubliez pas, si vous avez manqué le début, il y a les rediffusions sur le site, sur notre chaîne YouTube Planet Hockey Center. Et d'ailleurs, sur votre chaîne YouTube, il y a tous vos cousins qui sont en train de s'inscrire. Je vois que chaque semaine, ça monte là. Ah ouais? Vous avez une grande famille. J'ai une grande famille, oui. Mais bon, elle est en Belgique, elle suit pas trop elle suit pas trop le hockey sur glace. Merci messieurs, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'est terminé pour cette 166e édition du premier bloc. On se retrouve évidemment vendredi prochain pour la 167e. J'ai pas de 67 qui me vient comme ça. Bon bah voilà. Et n'oubliez pas notre prochain rendez-vous, ce sera lundi 18h pour le journal du hockey. Excellent week-end à toutes et à tous. Merci Laurent Perroton, merci Christian Ponty et à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.